Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 29 novembre, il est l'heure de l'info. Les syndicats et les employés du Crédit Agricole sont toujours dans les rues de Bar-le-Duc. Une nouvelle manifestation a eu lieu ce matin. Et en lien avec cette possible fermeture de la cité administrative du Crédit Agricole, le président de la Chambre de commerce et d'industrie a pris position, vous le verrez dans ce journal. Les idées des Hauts-Marnais récompensées pour la 4e fois. L'agence d'attractivité du département a remis plusieurs prix hier soir à l'occasion des idées inspirées. Nous parlerons de biodiversité à la fin de ce journal. Depuis quelques années, l'Office des données naturalistes du Grand Est édite des listes rouges des espèces menacées. Notre invité nous en dit plus. Je vous le disais en titre, ce vendredi matin, 300 manifestants se sont réunis à Bar-le-Duc, devant la gare, pour exprimer leur mécontentement contre la fermeture du Crédit Agricole. Plusieurs syndicats et élus étaient également présents. Un cortège s'était lancé jusqu'à la préfecture. Ce rassemblement, plus qu'important et décisif avant le conseil d'administration, prévu le 20 décembre, a été suivi par Léo Martin. Ils sont de retour dans les rues. Employés et syndicats du Crédit Agricole manifestent toujours contre la fermeture du site de Bar-le-Duc. Ce rassemblement, qui a commencé devant la gare, répond aux annonces de la direction régionale de Lorraine, qui a annoncé il y a quelques jours un projet de fermeture du siège de la banque dans le département. Une décision toujours incompréhensible pour les syndicats, surtout dans un milieu rural. Le monde agricole a créé le mutualisme au Crédit Agricole, il faut qu'il reste d'où il est né. Donc la Meuse en fait partie. C'est un département rural. Je ne vois pas pourquoi les sites administratifs partiraient dans les villes. Donc on a cet élan qui est derrière nous, qui nous pousse. Dans les valeurs initiales du Crédit Agricole, c'est d'être là en soutien au territoire, en soutien à la ruralité. Et on a l'impression qu'avec cette décision, on l'a un petit peu oublié. Bon, eh bien, les élus se sont joints aux organisations syndicales pour rappeler ces valeurs-là et l'importance de ne pas délaisser la Meuse. C'est la question qu'on doit se poser, quel est le rôle d'une banque aujourd'hui? Est-ce que le rôle d'une banque, c'est de réaliser une opération de rationalisation, ou est-ce que le rôle d'une banque, c'est justement d'être là en soutien de la population, de l'économie locale au moment où on en a le plus besoin? Un cortège s'est formé pour se diriger devant la préfecture. Un premier arrêt a eu lieu devant une banque du Crédit Agricole dans le centre-ville. Employés, syndicats et élus ont manifesté ensemble. Un conseil d'administration aura lieu le 20 décembre pour entériner ou non cette décision. Tout n'est pas encore perdu, malgré des négociations compliquées. Les informations que j'ai par rapport au Crédit Agricole, c'est la position de la direction et de son président, qui nous mettent devant le fait accompli. Ça a été d'une brutalité extrême. On a découvert ça subrepticement, que cette décision, alors que nous avions eu des engagements importants pour pouvoir garantir le maintien d'un site sur Bar-le-Duc. Tout peut changer, les 5 administrateurs meusiens sont avec nous, c'est bien. L'agriculture est avec nous, c'est bien. Il reste 3 administrateurs à convaincre de ne pas accepter une telle décision. Les 76 emplois sont pour l'instant maintenus, mais relocalisés sur le site de Laxou, à côté de Nancy. Après Auchan ou encore Bonduel, pour le député Maxime Amblard, c'est la fois de trop. Et maintenant, le coup de grâce, si je puis dire, le Crédit Agricole qui, sans aucune justification concrète, vraiment financière ou vraiment justifiée, décide de fermer brutalement. Et pour dire au conseil d'administration, faites un choix courageux, ne faites pas le choix de la lâcheté, d'abandonner la ruralité, d'abandonner ce qui fait l'essence même du Crédit Agricole à l'origine. Faites le choix du courage et de rester à Bar-le-Duc malgré les difficultés. Contacté par téléphone, le président du Crédit Agricole de Lorraine s'est dit ouvert au dialogue. On a la volonté de rester dans la Meuse. On rénove des agences pour accompagner encore nos clients. Nous allons très rapidement communiquer sur l'avenir du site de Bar-le-Duc. Dans l'après-midi, une délégation syndicale a été reçue à la préfecture par la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin, en déplacement ce vendredi dans la Meuse. Et toujours en lien avec le Crédit Agricole, le président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne, a décidé de réagir fermement à la possible délocalisation de la cité administrative de Bar-le-Duc. Richard Papazouglou a décidé d'appeler les clients de la banque à reconsidérer leur partenariat avec elle. La rédaction était présente hier soir lors de l'Assemblée générale de la CCI.
La Chambre de commerce et d'industrie menace le Crédit Agricole. Le président de la CCI Meuse-Haute-Marne a vivement réagi à la fermeture annoncée du site administratif de Bar-le-Duc par le Crédit Agricole de Lorraine. Annoncée il y a quelques jours, cette décision entraînerait le transfert de 76 salariés à Nancy d'ici le 20 décembre. Cette année, la banque a réalisé 70 millions d'euros de bénéfices. Cette fermeture est perçue comme un abandon de la ruralité. La CCI appelle les entreprises locales à se mobiliser et à envisager de fermer leurs comptes si la fermeture du site est entérinée. Aujourd'hui, ce sont potentiellement plus de 25 millions d'euros qui pourraient être retirés des comptes bancaires du Crédit Agricole de Lorraine si jamais le 20 décembre prochain, les administrateurs votent la décision de quitter, de fermer le site administratif de Bar-le-Duc. 25 millions d'euros, je pense que c'est quand même pas une petite somme, ça devrait les faire réfléchir, mais il faut aussi qu'ils se rendent compte du dégât qu'ils auront eux-mêmes en termes d'image par rapport à leur valeur. Je rappelle qu'ils ont, leurs clients, c'est une banque mutualiste, avec des valeurs effectivement d'engagement et de proximité. Imaginez bien qu'aujourd'hui, si on tend le risque de dire les Meusiens que vous décriez, que vous ne considérez pas, en quels vous ne croyez pas, et après tout, aller au bout de la démarche et retirent leur argent de leur compte, je pense que ça pourrait faire très mal. Le président de la CCI a déjà sollicité plusieurs entreprises qui pourraient potentiellement quitter le Crédit Agricole. Tout autre chose, désormais, les Hauts-Marnais ont des idées et ils le font savoir. Ce jeudi 28 novembre, à Nogent, l'agence d'attractivité de la Haute-Marne a organisé la 4e édition du concours Les idées inspirées. Cette année, 36 candidatures et 12 prix décernés. Le territoire, la nature et le savoir-faire étaient mis à l'honneur pendant près de 2 heures. Au total, ce sont 13 000 € qui ont été attribués. Célia Richard était sur place pour rencontrer les lauréats. Des idées originales, novatrice, inspirée. C'était le thème de la soirée remise des trophées organisée par l'agence d'attractivité de Haute-Marne ce jeudi 28 novembre. Dans la salle de spectacle de Nogent, 200 personnes se sont déplacées pour soutenir les candidats. Le but d'un tel événement, c'est de mettre le département en valeur à travers 3 aspects bien précis: l'animation du territoire, la nature et le savoir-faire. Aujourd'hui, des Hauts-Marnais qui ont des actions innovantes et qui font briller un petit peu le département. C'est vraiment l'idée de ces idées inspirées, de ce concours, de mettre en avant des talents qui, chaque jour, vont parler de la Haute-Marne en bien avec tout ce que, évidemment, ça inspire en matière d'environnement, en matière de bien vivre dans un département rural comme le nôtre. Sur les 36 candidatures reçues, 9 candidats ont été récompensés et 4 prix spéciaux ont été décernés. Chaque récompensé a reçu un trophée et une aide financière pour développer son projet. Un véritable coup de pouce pour les 3 lauréats de chaque catégorie, surtout pour les premières places. L'association Les Bossus Marnais, donc elle vise à faire découvrir l'univers des grands camélidés à un public Haut-Marnais ou qui le souhaite en fait. Le concept donc c'est de créer des parcours de randonnée au départ d'Auberive, et sur chacun de ces parcours de randonnée en fait on installerait des bancs qui seraient installés à des points de vue et qui permettraient aux gens, aux randonneurs de contempler la vue et également de répondre à une question philosophique qui sera posée via un QR code installé sur ces bancs. Mon idée inspirée, c'est de transférer à la problématique de l'inconfort des selles de vélo le savoir-faire que j'avais acquis dans mon premier métier de chirurgien dentiste, à savoir que j'avais acquis cette capacité de réaliser des dispositifs sur mesure adaptés à une surface anatomique. J'ai juste changé de région anatomique. Derrière chaque trophée attribué, ce sont 14 jurys qui ont délibéré. Le processus a été réalisé en plusieurs étapes. Les candidatures ont été étudiées pendant plusieurs semaines avant la délibération du 16 septembre dernier. Le jury est composé de plusieurs élus, de partenaires comme la Chambre d'agriculture ou la Chambre des métiers et d'anciens lauréats qui étaient représentatifs du territoire haut-marnais. Cette délibération était très simple, on a fini à 15h alors qu'il était prévu qu'on finisse à 18h parce qu'on s'est mis très rapidement d'accord. Alors il y a eu des discussions bien sûr, il y a eu des échanges importants, mais les choix se sont faits vraiment naturellement, ça s'est vraiment fait de façon très fluide. Au total, ce sont près de 20 470 personnes qui ont voté en ligne pour leur idée inspirée préférée. 13 000 € ont été distribués hier par l'agence d'attractivité de Haute-Marne. Une liste rouge des espèces menacées, est-ce que vous connaissez ? Eh bien, peut-être pas. Il s'agit d'une démarche bien particulière qui vise à obtenir un inventaire le plus complet sur la biodiversité de la région en engageant des états des lieux sur un maximum de domaines de la faune régionale. Bonsoir Aymeric Gnonnet.
Bonsoir. Vous êtes le correspondant local de l'Office des données naturalistes du Grand Est qui, entre autres, édite ces listes. Alors concrètement, c'est quoi une liste rouge? Alors, une liste rouge, c'est une liste d'espèces animales. On va attribuer un degré de menace à chacune de ces espèces, de la plus menacée à la moins menacée, en fonction de critères bien précis. Et on va avoir ces listes pour différents groupes d'espèces, soit les mammifères, les oiseaux, les libellules, et en fonction aussi de différentes échelles géographiques. Il y aura des listes rouges mondiales, il y aura une liste rouge mondiale, une liste rouge pour la France, une liste rouge pour le Grand Est, voilà, ainsi de suite. Alors justement, on a une liste rouge juste sous nos yeux, donc c'est celle des oiseaux nicheurs, un dossier que vous connaissez particulièrement, puisque vous travaillez également pour la LPO. Alors, comment on crée une liste rouge? C'est un inventaire. Comment est-ce qu'on le réalise, cet inventaire? Eh bien, c'est un inventaire en fait qui consiste à compiler toutes les données existantes pour essayer de voir comment les espèces évoluent. Donc, on essaye de savoir si telle espèce a régressé au niveau des effectifs, au niveau de la zone de répartition. Et on va faire une compilation des données. On va aussi travailler avec un réseau d'acteurs. On va travailler avec le plus grand nombre possible des naturalistes et d'autres acteurs. Et donc, c'est cette confrontation des idées, des jugements qui va faire qu'on va attribuer justement tel ou tel degré de menace. Et après, cette liste rouge va être validée par des partenaires extérieurs, le CCRPN ou par l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, quand vous parlez de données, c'est des données chiffrées qui existent déjà, qui ont déjà été produites. Comment ça se passe un petit peu pour vous? Alors, elles sont effectivement produites. Ces degrés de menace, ils sont établis sur les temps d'évolution des espèces sur 10 ou 20 ans. Donc forcément, c'est des données qui existent. Pour les oiseaux, par exemple, on a un réseau qui est assez performant, qui s'appelle le suivi temporel des oiseaux communs, le STOC. Donc on va faire à peu près 1000 points d'écoute, que ce soit des bénévoles, bien souvent par les bénévoles naturalistes, justement. À l'échelle de la région Grand Est, on va les refaire tous les ans au même endroit, à la même époque. Et en fonction des espèces qu'on va contacter, on va savoir si telle espèce a diminué ou telle espèce a augmenté. Alors concrètement, pour que les gens comprennent bien, vous ne sortez pas à l'extérieur, mais vous faites un travail plutôt de datage, j'ai envie de dire, dans un bureau. Voilà, effectivement, ce travail de compilation, mais il faut savoir que derrière, il y a quand même un travail extérieur, un travail sur le long terme, puisqu'on parle de pas de temps qui sont de l'ordre de 10, 20 ou 30 ans, ça dépend des espèces. Voilà. Et donc, vous avez des critères particuliers. Quels sont ces critères qui permettent de dire qu'une espèce est menacée ou non? Alors, déjà, au niveau de la liste rouge, on a trois critères principaux. On a trois catégories principales. Les espèces qui sont sur la liste rouge, on a des espèces qui sont en danger critique de disparition. Par exemple, au niveau mondial, c'est le cas de l'orang-outan, par exemple, si on prend en compte les mammifères. Pour la Grand Est, ça va être le grand tétras. Donc ça, ce sont des espèces qui sont quasiment en voie de disparition. On estime que dans les années qui viennent, elles vont finir par disparaître. Et puis, vous avez des espèces en danger. Donc ça, ce sont les espèces qui ont des effectifs très réduits, comme la cigogne noire dans le Grand Est, où on a entre 50 et 100 individus reproducteurs. Ou alors des espèces qui sont en forte diminution, comme la tourterelle des bois, qui a régressé de près de 80% en l'espace de 20 ans. Donc ça, ce sont les espèces qui sont en danger. Et puis, vous avez des espèces qui sont dites vulnérables, donc c'est des espèces qui sont en régression, mais un peu moins importantes, ou qui sont en régression encore moins importante, mais dont les effectifs sont très faibles, comme le busard Saint-Martin, pour lequel il y a 500 couples nicheurs dans le Grand Est, sur les 3500 de la France. Et c'est une espèce qui est en régression, et donc c'est pour ça qu'elle est dans la catégorie vulnérable. Et donc c'est cette juxtaposition d'éléments chiffrés sur l'évolution des populations, et puis aussi l'évolution de la zone de répartition, qui va faire que telle espèce va être sur la liste rouge ou ne va pas être sur la liste rouge. Alors effectivement, on les voit au fur et à mesure défiler à côté de nous, ces espèces. Il y en a beaucoup, dont certaines qui sont connues, par exemple la chouette, chouette effraie, exactement. Concrètement, quand une espèce est en voie de disparition, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut agir? Est-ce que ces listes peuvent permettre d'agir ou est-ce que c'est terminé? C'est justement le rôle de ces listes, c'est de pouvoir agir, de pouvoir focaliser les moyens sur les espèces qui sont les plus en danger. Et notamment tout ce qui est en matière de stratégie de conservation de la nature, ces listes-là sont utilisées dans ce cadre-là. Et des espèces qui sont, par exemple, qui ne sont plus menacées, on va arrêter de travailler dessus et on va essayer de mettre les moyens sur les espèces qui sont les plus en danger. Et donc effectivement, actuellement, on réfléchit, suite à l'édition de cette liste rouge, à mettre en œuvre des mesures, à justement réunir les moyens pour essayer de protéger ces espèces. Alors, des espèces, donc là, il y en a quelques-unes parmi des milliers d'autres, j'ai envie de dire, puisque le but des listes rouges, c'est à la fin d'avoir un inventaire de 10 000 espèces, c'est ça ?
Un inventaire de toutes les espèces animales qui puissent exister. Alors pour certains groupes c'est assez facile, pour le cas des oiseaux c'est assez facile parce qu'on a déjà pas mal d'historiques. Après il y a d'autres groupes d'espèces pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des listes rouges qui sont en train d'être réalisées pour les champignons par exemple au niveau national. Là les experts de champignons, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est tout de suite plus compliqué à réaliser. Mais c'est vrai que les oiseaux, c'est généralement une des premières listes rouges qui sont réalisées. Puis après, il y a les listes rouges à l'échelle mondiale. Là, c'est encore plus compliqué de les réaliser, quoi. Ça prend combien de temps pour créer une liste rouge, notamment celle-ci, par exemple ? Là, on a mis à peu près 3 ans, entre le lancement et puis l'édition, plus la validation par les différents organismes. Ça a pris à peu près 3 ans. Et donc, vous continuez le travail encore aujourd'hui ? Vous êtes sur combien de listes pour terminer ? Alors, écoutez, oui, on continue le travail. Là, on est sur les mammifères qui sont en train d'être validés. Et puis après, on continue le travail justement en mettant en place les moyens de protection. Vous parliez de la chouette effraie, c'est par exemple, on va mettre en place une campagne de protection à partir de l'année prochaine, de mise en place de nichoirs, notamment dans le secteur autour du Der et de Saint-Dizier. On espère qu'on pourra trouver les gens qui seraient intéressés pour mettre des nichoirs chez eux, justement pour offrir un site de reproduction pour cette espèce qui fait partie justement des facteurs qui fait que l'espèce est de plus en plus en danger, parce qu'elle a du mal à trouver un endroit pour nicher. Écoutez, on espère que ces gens vous suivront. Merci d'avoir été avec nous en tout cas. Merci. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.